Salut à tous! Dans cette toute première vidéo de la chaîne, nous allons aborder un sujet méconnu et peu abordé dans les livres d'histoire de l'éducation nationale. Le drame de Mers el-Kébir et l'opération Catapulte. Avant tout, resituons la situation. Nous sommes en juillet 1940. En quelques semaines, la Wehrmacht s'est emparée de la France en utilisant les principes de la guerre éclair, la Blitzkrieg. Le maréchal Philippe Pétain, récemment nommé à la tête du gouvernement, se voit dans l'obligation de signer une capitulation sans condition aux Allemands, compte tenu, et ce sont ses propres mots, de la situation militaire qui l'imposait. En effet, écrasée, dépassée par la supériorité militaire de l'armée allemande, l'armée française a reculé, laissant Paris ville ouverte, c'est-à-dire livrée sans combat. Les Allemands font signer une armistice au gouvernement français, réfugié dans une nouvelle capitale, Vichy. La France est alors coupée en deux par une ligne de démarcation. Au nord, le territoire est occupé par les Allemands. Au sud, une zone libre est créée et reste sous l'autorité du gouvernement vichiste. Mais nous y reviendrons plus en détail dans une autre vidéo. L'armée française est alors restreinte à quelques milliers d'hommes en métropole, surtout chargés du maintien de l'ordre public. Cependant, n'oublions pas que la marine française, seule partie de l'armée à ne pas avoir été défaite, reste puissante. En effet, la France dispose alors de nombreux ports d'attache dans ses colonies comme à Dakar, Alexandrie et surtout Mers el-Kébir en Algérie, principale base d'attache de la flotte. L'autre partie de la flotte se trouve, elle, à Toulon, en zone libre. La flotte française s'est regroupée dans ces colonies et les bateaux inutilisables sur la façade atlantique se sont sabordés pour éviter que les Allemands ne s'en emparent. La France ayant capitulé, pour elle, la guerre est terminée. En Angleterre, le Premier ministre Winston Churchill, lui, continue le combat depuis Londres. Cependant, la situation déjà grave l'inquiète. Cette flotte française ne risque-t-elle pas de passer du côté du Reich ? L'amiral Darlan, commandant en chef de la flotte française, l'a rassuré sur ce point. Il lui a juré, sur l'honneur, que plutôt que les Allemands s'emparent de ces bateaux, il les ferait s'aborder. Promesse suivie d'un ordre à tous les commandants de vaisseaux où il précise. En premier lieu, qu'aucun bâtiment français ne doit tomber aux mains des Allemands ou des Italiens, si ceux-ci venaient à entrer en guerre. Et deuxième point, que si ces derniers tentent de s'en emparer, les navires devront alors rallier les ports d'Angleterre ou des Antilles, ou bien se saborder. Le Premier ministre britannique ne fera aucun cas de cet ordre. En effet, il prépare en secret une opération visant à anéantir le potentiel militaire de la flotte française, l'opération Catapulte. Son plan est simple, envoyer la marine anglaise à ce moment de la guerre, la première du monde, mettre hors d'état de nuire les bateaux français dans leurs ports d'attache coloniaux, et s'emparer des bateaux et sous-marins français réfugiés aux États-Unis. Dans la nuit du 3 juillet 1940, dans les ports britanniques de Plymouth et Portsmouth, les officiers britanniques ont invité leurs alliés français à boire sur un de leurs bâtiments. Pendant ce temps, leurs soldats s'emparent des navires français. Quelques échanges de feu auront même lieu à bord du sous-marin Surcouf. À Gibraltar également, les Anglais attaquent. Au total, 22 bâtiments, dont 4 sous-marins et une centaine de bâtiments légers tombent aux mains des Britanniques. À Dakar, le cuirassé Richelieu est victime d'une attaque, mais il est mis à l'abri à temps. À Alexandrie, le sort des navires français est sauvé grâce à l'entente entre l'amiral britannique Cunningham et l'amiral Godefroy, qui s'entendent à l'amiable pour le désarmement pacifique des 8 navires français et du sous-marin basé dans la rade. En Guadeloupe, l'opération est finalement annulée au dernier moment, épargnant un porte-avions et 2 croiseurs. Enfin, à Mers el-Kébir, la flotte britannique de l'amiral Somerville se présente devant la rade, ayant pour mission d'obtenir que la flotte de l'amiral Jean Soule la suive en Angleterre ou soit détruite. Un ultimatum est alors posé et expire à 15h30. Soit la flotte française rejoint la flotte britannique dans sa lutte contre les forces de l'Axe, soit elle se saborde, soit elle gagne les ports britanniques, américains ou français des Antilles afin d'y être désarmée.
Après que le délai ait été prolongé, un compromis était sur le point d'être trouvé. Mais Darlan fit alors savoir par radio à l'amiral Jean Soult que des escadres françaises de Toulon et d'Alger se portaient à son secours. Les Britanniques captèrent alors ce message et Churchill ordonna d'ouvrir le feu. À 17h54, les Britanniques tirent sur les bateaux à quai dans la rade. Un barrage de mines est installé pour empêcher les navires de quitter le port. Le cuirassé Provence et le croiseur de bataille Dunkerque sont touchés et s'échouent pour ne pas couler. Le cuirassé Bretagne, atteint par une salve, prend feu puis explose. 1 millier de marins y meurent. Le croiseur Strasbourg appareille et quitte le port en évitant les obus et les mines et fuit afin de se réfugier à Toulon. Avec 5 autres contre-torpilleurs, ils parviennent à fuir. Un véritable miracle. Après à peine 5 minutes de tir, l'amiral Jean Soult demande un cessez-le-feu afin d'évacuer les blessés. Les Anglais ayant déjà arrêté le tir, la fumée leur voilant le port. Au total, on compte 1295 morts, 350 blessés, un cuirassier coulé, un croiseur de bataille, un cuirassé et un contre-torpilleur mis hors de combat. Les Anglais, ayant intercepté un communiqué se voulant rassurant auprès de la population d'Oran, reviendront dès le lendemain, et cela malgré le cessez-le-feu, afin d'achever les derniers bateaux du port lors d'un ultime raid aérien. En représailles, un léger raid français aura lieu sur la base anglaise de Gibraltar, faisant alors peu de dégâts et aucune victime. Cet événement a montré la détermination de Churchill à gagner la guerre coûte que coûte. L'amiral Darlan restera alors hostile aux Anglais jusqu'au débarquement allié en Afrique du Nord. Les officiers français, outrés de ce procédé, ont même proposé à Pétain d'entrer en guerre contre le Royaume-Uni. Ce dernier aurait alors répondu « Une défaite suffit ». Alors plusieurs questions se posent. Pourquoi ne nous enseigne-t-on pas cet événement à l'école ? Il est clair qu'il tend à montrer la violence des Anglais et même la rupture de la relation de confiance qu'ils entretenaient avec le gouvernement français de l'époque. D'aucuns considéreraient même que cette attaque est un véritable crime de guerre. En effet, sans aucune déclaration de guerre, les Britanniques ont tiré sur des navires en rade qui n'avaient alors aucune possibilité de riposter ou même de s'enfuir. Une bien triste image de nos pseudo-alliés. À mon humble avis, l'histoire est aujourd'hui écrite par les vainqueurs. On n'ose pas mettre en avant ce genre de récits, pourtant des plus véridiques, afin de ne pas entacher l'image de nos glorieux libérateurs. Pensez-y. Sans vous mentir, vos livres d'histoire embellissent l'image des Alliés et noircissent celle des ennemis, les Allemands. J'ai créé cette chaîne dans un seul but, remettre en lumière ces événements. Rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir. Alors essayez de vous affranchir de vos cours. Soyez sérieux, posez des questions. Lisez des livres, des articles, regardez des vidéos et des documentaires. Ne vous laissez jamais dicter ce que vous devez penser. Il est aujourd'hui facile de vous manœuvrer et de vous manipuler. Un professeur, ayant une position d'autorité, peut lui vous dicter ce qu'il pense de la guerre. Rappelez-vous, la connaissance est comme un parachute, et si on n'en a pas, on tombe. Allez, ciao et à bientôt pour un nouvel épisode.